les soirs, on décrypte ce qui se passe sur la planète finance avec nos experts, les experts du jour en plateau. On est ravi d'accueillir Olivier Robert. Olivier, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Vous êtes responsable de l'équipe Fixed Income chez CPRAM. Petit nouveau dans l'émission. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Nicolas Sopel. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Fabrice. Vous êtes stratégiste en chef de Quintet Private Bank, la banque privée, Quintet, voilà en bon français. Et puis François Rimeux. Bonsoir François. Bonsoir Fabrice. Stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management. Bienvenue à vous. Messieurs, juste avant d'attaquer l'inflation, peut-être la fin de l'inflation, juste une réaction à ce qu'on vient d'entendre, par exemple ces résultats qui paraissent toujours étonnants. Enfin, étonnants dans le sens où on a des swings avec des moins 10%, moins 20%, plus 10%. François, pour vous, vous dites retour à la normale, volatilité? Je ne sais pas si c'est un retour à la normale, mais disons qu'il y a eu un peu de nervosité sur des marchés qui sont structurellement très peu volatiles depuis maintenant assez longtemps, dans une période où il y a quand même beaucoup de rotations sectorielles, avec des doutes sur l'IA et donc un peu de crainte sur la viabilité de certains profits. C'est pas forcément complètement malsain pour les marchés d'avoir un peu de vol et un peu de rotation. D'accord. Donc, oui, c'est un peu nerveux, mais est-ce que c'est anormal? Je dirais pas ça. Ces décrochages c'est pas des small caps, c'est des grosses valeurs quand même. On a vu la semaine dernière Dassault Systèmes. On voit des swings assez importants. Nicolas, comment vous analysez ça? Je pense qu'il faut prendre ces résultats dans un contexte un peu plus global, dans le contexte de l'année. Comme François le disait, voilà, on peut s'attendre à de la volatilité sur le résultat de X ou Y entreprise. Mais au final, les perspectives de croissance restent plutôt solides à travers le monde, des US à la Chine, notamment en passant par le Japon. Donc il y a cette rotation sectorielle et donc des attentes qui sont parfois trop... peut-être des gens qui sont des investisseurs trop gourmands et qui sanctionnent certains titres. On le voit actuellement avec l'IA, c'est vraiment un peu le thème du moment, un peu plus d'analyse micro et sectorielle pour le moment. Mais il faut rester dans cette tendance, on le pense, dans cette tendance structurelle plutôt favorable à la croissance pour 2026. On va en parler justement de l'IA dans un instant. Juste dernière question pour vous, Olivier, qui est spécialiste des taux crédit. Justement, est-ce qu'il y a un impact justement quand une valeur dévisse comme ça, sa note est dégradée? Il y a un impact sur les taux également? Oui. Alors, ça dépend. Quand ça atteint uniquement le résultat, il y a peu d'impact. En revanche, on a des écartements de spread assez réguliers. Oui, on l'a vu sur Stellantis il y a quelques semaines. On l'a vu également sur Renault. On a des écartements de spread, mais qui n'ont rien à voir évidemment avec les variations de la c'est plus les perspectives en fait, la globale de la société. Voilà, c'est plus vu. On regarde plus le crédit que la valorisation en tant que telle. En temps réel. Le risque crédit. Très bien, messieurs, on démarre avec une inflation qui a fortement ralenti en 2025, après des hausses de 0,9, 2% en 2024. Voilà, on a 0,9 en 2025, on avait 4,9 en 2023, 5,2 en 2022, on s'en souvient. Aujourd'hui, on voit que ça baisse quand même assez fort, alors peut-être par effet de comparaison. On sait également que les matières premières ont beaucoup baissé. Est-ce que ça veut dire que ce coup de frein, il pourrait avoir des impacts, notamment sur la politique de la Banque Centrale Européenne? Alors, un grand non. C'est pour le moment, on est quasiment exactement sur les fixings d'inflation, c'est-à-dire sur ce qu'anticipaient les marchés il y a encore de ça 2 ou 3 mois. On a moins d'inflation en 2026 versus 2025, mais c'est prévu, ce sont des effets de base, c'est principalement lié à l'énergie. Quand on regarde l'inflation corps en zone euro, on est toujours au-delà de 2, on va rester probablement au-dessus de 2 jusqu'au deuxième semestre. Et donc, vu les perspectives de croissance plutôt solides en zone euro, il y a, de notre point de vue, assez peu de raisons pour que la Banque centrale bouge une oreille vu le contexte. On peut imaginer potentiellement qu'elle bouge au S2 si l'inflation corps passe en dessous et que la croissance faiblit un peu, mais à un instant T, elle n'a aucune raison de bouger. Nicolas, votre point de vue sur... Point de vue partagé. En plus, il faut prendre en compte, c'est vrai, la force de l'euro qui joue d'autant plus sur ce qu'on importe, notamment l'énergie. Donc, pour le moment, il n'y a pas de... Voilà,
Quand on regarde l'inflation des services, elle reste au-dessus dans les derniers chiffres, elle reste au-dessus de 3%. La croissance des salaires, en fonction des pays dans lesquels se trouve, reste aussi plutôt en moyenne à 3%. Donc voilà, les effets de base sur l'énergie peuvent se dissiper très rapidement. Les attentes, c'est une inflation qui reste autour de 2% sur la zone euro. La Banque centrale continue de communiquer qu'elle est dans cette zone confortable où la croissance se tient et l'inflation est à 2% et qu'elle est tout à fait... Donc mission accomplie pour Madame Lagarde, atterrissage en douceur. Mission accomplie et la balance des risques plutôt équilibrée. Pas de raison de bouger pour cette année, non. Ouais, qu'est-ce qui pourrait amener la BCE à modifier son réglage? Alors, l'avantage d'une inflation qui passerait sous la barre des 2%, c'est que ça donnerait une marge de manœuvre supplémentaire en cas de problème à la BCE. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Une baisse des prix de l'énergie, par exemple, en cas espérons-le, d'arrêt de la guerre en Ukraine, par exemple, un des facteurs. On parlait de la devise lors du dernier comité, puisque lors du dernier comité, on avait l'eurodoll à 1,20. Oui. Et donc, ça a fait parler un peu, en l'occurrence, dans les questions post-meeting. Et donc, si 1,20, ça reste encore convenable. Si ça passait au-delà de 1,25, la BCE, avec une inflation sous la cible, aurait une marge de manœuvre donc, pour agir et pour faire baisser la devise. Bon, très bien. Donc, statu quo du côté de la BCE pour vous et pour toute l'année. Ouais. Toute l'année, c'est quasiment pricé par le marché. Et Madame Lagarde le dit bien, il faut que l'inflation se stabilise sous les 2%. Donc, qui dit stabilisation, dit pendant une période donnée. Et donc, oui, pour l'année, je pense qu'on est bon. En tout cas, il ne passe rien d'exogène. D'une banque centrale à l'autre, tiens, on passe à la Fed, où là aussi... on attend par contre des baisses. Alors, est-ce qu'il y en aura autant que prévu, Nicolas? Quand on regarde les chiffres de l'inflation aux États-Unis, c'est déjà un petit peu différent. C'est vrai, l'inflation des biens qui a refait surface avec les tarifs. Quand on regarde, parce que la Fed a un double mandat, donc on va regarder le marché de l'emploi qui a baissé, qui a montré des signes de faiblesse en 2025, mais qui se reprend depuis quelques mois, et les chiffres de janvier qui étaient plutôt encourageants. On se dit que pour le nouveau potentiel gouverneur de la Fed, il va falloir avoir de sérieux arguments pour convaincre son comité de vouloir baisser les taux une ou deux fois, comme le marché l'anticipe, ou de manière si agressive que ce que souhaite Donald Trump. Donc il faut vraiment que les chiffres d'inflation et de l'emploi aillent dans sa direction pour que la Fed puisse baisser les taux, parce que Kevin Warsh, s'il est nommé, s'il est confirmé par le Sénat, il va quand même falloir gagner il va être en période d'essai pendant quelques temps, il va falloir gagner la crédibilité des marchés. S'il arrive qu'il baisse tout de suite les taux, alors... S'il est aux ordres finalement de Donald Trump, ça ferait un peu... Voilà, donc la dominance fiscale, voilà, c'est le risque, je pense que c'est un risque qu'on pourrait voir sur les treasuries, qu'on pourrait voir sur le dollar. Il va falloir avoir de sérieux arguments pour Kevin Warsh, pour baisser les taux. Tant que l'inflation reste au-dessus de sa cible et que le marché de l'emploi se tient. Oui, alors c'est ce qui est prévu. Donald Trump devrait nommer donc Kevin Warsh. Il avait parlé, le président des États-Unis, de jumbo cuts, de méga coupes dans les taux. Vous y croyez, François Rimeux? Pas vraiment. Le marché price deux baisses de taux. C'est à peu près la même chose que ce qu'il priceait avant qu'on soit sûr que ce soit Kevin Warsh qui soit le successeur. C'est même pas encore certain, parce qu'il n'a pas encore été confirmé par le Sénat d'ailleurs. Donc pour le moment, Kevin Warsh ne change pas grand-chose à l'histoire des marchés. Et pour le moment, finalement, on est sur un scénario qui serait celui d'une Fed assez orthodoxe, entre guillemets, assez normale. Les jumbo cuts dont parle Trump, c'est pas de deux baisses de taux, c'est d'en faire 3, 4, 5 et d'aller vers un taux dont a parlé Stephen Byron, par exemple, autour de, j'en sais rien, de 50 autour, donc beaucoup plus bas que ce qui est pricé actuellement. Donc tant qu'on est dans le scénario de ce que les marchés anticipent, pour les marchés, c'est un peu, entre guillemets, une non-histoire. C'est une Fed qui reste globalement indépendante. Et il faut rappeler que la Fed, c'est 12 gouverneurs qui votent. C'est pas un seul qui décide. Donc, il y aura de toute façon des contre-pouvoirs. Et de toute façon, en tout cas, sur ce qu'on voit dernièrement, on a eu des signes d'indépendance plutôt renforcés de la Fed, que ce soit sur ce qu'a dit la Cour suprême sur Lisa Cook, que ce soit sur la nomination des banquiers régionaux en avance, avant que Trump puisse venir mettre son nez dedans. Donc, on est plutôt dans un scénario, pour le moment, assez normal pour la Fed.
mais c'est assez incertain parce que Warsh est finalement assez difficile à lire pour les marchés. Ouais. Il a peu communiqué dernièrement et il a eu une posture en 2008 qui était plutôt celle de quelqu'un de peu accommodant, opposé aux politiques du quantitative easing, opposé à la politique de taux zéro. Donc, il n'est pas évident à lire. Ouais, on verra ça. Du côté de CPRM, on a des anticipations pour la Fed ou... Non, comme le consensus de marché. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça a été mis en exergue hier dans les minutes. Il y a quand même le risque inflation qui n'est pas nul, quoi. Donc l'inflation, on a cru qu'elle monterait avec les tarifs de Trump. Finalement, tout se passe assez bien, mais on a quand même une inflation qui résiste et qui est loin de sa cible. Ouais. On dit que justement, ces tarifs, ils ont été finalement absorbés par le consommateur américain. Est-ce qu'on a des signes tangibles en tout cas, oui, c'est ce qu'on dit, c'est que, en gros, 3/4 de la hausse des prix a été absorbée par le consommateur américain. Après, en signe tangible, on doit avoir une partie dans l'inflation, mais je n'ai pas les chiffres. Ouais, ça ne se voit pas beaucoup pour l'instant. La Fed de New York a sorti un papier hier ou avant-hier dessus, où elle revient sur justement qui paye les tarifs, exactement, et elle arrive à la même conclusion que toutes les études précédentes, c'est 90% le couple consommateur et entreprise américaine, et entre 5 et 10% les exportateurs. Et à l'intérieur de ces 90%, donc payés par les États-Unis, c'est principalement effectivement le consommateur, mais c'est uniquement sur les biens. Et donc, sur les services, c'est beaucoup plus difficile finalement à calculer. Et il y a plus de capacité de fixation des prix dans les services. Et plus de pricing power que sur les biens, où finalement les entreprises sont obligées de rogner un peu sur les marges. Donc, il y a une inflation aux États-Unis sur les biens, mais sur le reste, pour le moment, on est plutôt surpris de manière positive. Mais il faut se rappeler qu'on est aussi post-shutdown, que c'est compliqué à lire, qu'on a eu des calculs au mois d'octobre qui n'ont pas eu lieu. Et donc, il y a quand même des doutes sur est-ce que ces chiffres sont plus ou moins bien calculés. Et on pourrait être un peu surpris potentiellement dans 2 ou 3 mois par les prochains chiffres. Longtemps, on critiquait les chiffres de la Chine. Aujourd'hui, c'est les chiffres des États-Unis qui sont révisés, mais pas dans des petites proportions. Quand on voit que c'est 1 million sur les chiffres des jobs, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a cette problématique du pouvoir d'achat qu'on a tous dans nos économies occidentales. Ça pourrait peser sur le débat là, des mid-term si c'est le consommateur effectivement américain qui paye la facture in fine. Nicolas? Clairement, oui. Ce que souhaite Donald Trump, c'est d'avoir une inflation qui ralentit en allant dans les midterms. Alors, c'est vrai qu'au moment où il a introduit les tarifs, beaucoup se sont essayés au jeu des prévisions, de voir comment ces tarifs vont aller répercuter dans l'inflation. Mais on s'était dit, c'est vrai qu'avec les effets de base, d'ici 1 an, en allant vers les midterms, une fois l'impact des tarifs qui est peut-être modéré, en tout cas dans les chiffres pour le moment, l'effet des tarifs qui est plutôt en mode one-off devrait s'y dissiper. Donc peut-être que Trump aura cette carte à jouer, mais je pense qu'il y a plein de dynamiques qui jouent actuellement aux États-Unis sur les midterms. On vit dans un monde qui est vraiment fragmenté, mais le monde américain, le monde politique américain est également très fragmenté. On commence à voir aussi des articles qui sortent dans les grands journaux sur le risque que fait courir l'IA pour les populations qui sont proches des data centers, etc. Donc il y a plein d'enjeux, la géopolitique, la relation que Trump a avec ses alliés historiques, peut-être un petit peu moins perceptible pour le lecteur américain, mais clairement il y a plein d'enjeux pour ces midterms. Alors justement, parmi les éléments qui nous interrogent, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo du Nouvel An chinois, la parade entre les robots et les enfants. Vous l'avez vu, c'est assez étonnant. Alors, bon, on n'a pas les images, mais on essaiera de les mettre peut-être sur notre site ou sur le site LinkedIn. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des robots humanoïdes qui sont en train de danser. Alors, ils dansent, mais en même temps, c'est un petit peu inquiétant parce qu'ils ont une fluidité absolument extraordinaire. Ils ont des bâtons, ils ont des nunchakus. Ils font une parade qui est assez artistique. Mais on peut se dire, tiens, demain, ce sera peut-être les robots les guerriers du futur. Une démonstration de force, on a l'impression, et en tout cas une démonstration aussi de la technologie. En tout cas, c'est ce qui m'a frappé en voyant ces images. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Rem? Que la Chine est le principal concurrent technologique des États-Unis, mais c'est pas nouveau. On l'a vu sur les drones, ils sont capables de faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. On l'a vu même sur le côté écosystème de technologique. Après les États-Unis, c'est finalement en Chine qu'on a un écosystème réel qui se crée avec des sociétés compétitrices réelles pour les Américains. Donc c'est une confirmation de l'émergence de la Chine qui est passée
d'un très grand pays capable de produire des biens entre guillemets de qualité basse, après qualité moyenne, et aujourd'hui des biens à forte valeur ajoutée. Qui concurrence d'ailleurs notre technologie. Absolument, mais c'est le cas sur quasiment tous les domaines maintenant. Oui, réaction justement, vous avez vu la vidéo peut-être sur ces robots humanoïdes, c'est une démonstration de force quand même. Oui, et si c'est vrai, encore une fois, parce que maintenant on sait qu'on peut tout se faire aussi avec les images, donc il faut faire attention un petit peu. Cette vidéo semble réelle, et je l'ai vue il y a une autre vidéo qui est sortie qui comparait 2024 ou 2025 avec 2026, et la différence est flagrante. C'est-à-dire qu'en un an, les progrès réalisés par la Chine dans la robotique humanoïde, c'est assez spectaculaire. Donc oui, c'est une démonstration de force. Il semblerait aussi que ces derniers jours, une vidéo soit sortie par l'armée chinoise, donc par la People Liberation Army, pour le coup générée par l'intelligence artificielle, mais qui met en scène ces robots humanoïdes qui serviraient d'entraînement pour les soldats de demain. Donc effectivement une vraie démonstration de force des capacités de la Chine en termes de technologie, d'intelligence artificielle, de robotique, pas forcément à des fins de conquérir le monde, mais vraiment de réasseoir sa dominance. À un moment où les États-Unis se retirent de la scène géopolitique mondiale, la Chine se rend compte qu'elle a certainement ce rôle à prendre, et il faut le faire avec un petit peu en montrant un petit peu les muscles que l'on a, mais sans une volonté guerrière. Alors ça fait le lien avec notre page IA, un peu comme tous les soirs, parce que c'est difficile de passer à côté, notamment au niveau des montants, au niveau de ces hyperscalers. Alors je m'adresse à vous, même si vous êtes plus du côté taux, bien évidemment, les crédits, mais parce qu'on voit que ces sociétés quand même lèvent des montants astronomiques. Je pense au méga emprunt, le bond de 100 ans de Google, qui emprunte finalement comme un État aujourd'hui. Oui, c'est des montants astronomiques. Et effectivement, au début, c'était plus ils se finançaient par les actions. Et là, depuis l'année dernière, on voit vraiment de plus en plus de ce genre d'acteurs venir et lever de la dette. On l'a vu l'année dernière. Ça représente, sur le marché euro, ça représente 20%, tout ce qui est, on appelle ça des reversion keys, c'est-à-dire les émetteurs américains qui viennent émettre en euros. Donc, juste pour la partie euro, c'est 20% de... Alors, il y a les IA et d'autres émetteurs, mais en tout cas, c'est 20% des émissions en euros. Donc, c'est énorme, et ça devrait être entre 20 et 25% cette année. Et donc, pour revenir sur le cas de Google, effectivement, qui a émis 20 milliards dernièrement, en différentes devises, en francs suisses, en sterling et en dollars. Largement souscrit en plus. 10 fois souscrit, et avec donc l'émission qui a fait à laquelle vous faites référence, c'est le 100 ans. Donc c'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire 100 ans pour un émetteur privé? On ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, pour pricer le crédit d'un émetteur privé sur 100 ans, c'est assez compliqué. D'autant plus, on a des dettes perpétuelles, bancaires, les hybrides, les choses comme ça, mais il y a des clauses de sortie au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans. Là, c'est un format senior, classique, quoi, sur 100 ans. Alors, on récupère son argent en 2126 ? Pardon ? On récupérera son argent en 2026 si tout va bien, si Google est encore là. C'est pas moi qui vous le dirai. Mais non, mais on a vu des États le faire. L'Autriche, typiquement, émet du 100 ans, mais elle est préplacée, son émission. Il y a des ALM ou autres qui ont besoin de ces maturités pour s'adosser. Donc là, j'imagine qu'il y a une partie de cette émission qui a été aussi préplacée. Sinon, franchement, aller sur du 100 ans, c'est vrai que c'est un peu... exceptionnel. Ces hyperscalers qui sèment un petit peu le doute, c'est vrai, sur fond d'accélération de leur capex, c'est vrai qu'ils sont passés historiquement asset light, maintenant ils sont ils ont de plus en plus d'assets heavy. Comment vous voyez, on a titré peur sur les hyperscalers, cette concentration, on en parle beaucoup, on sent qu'il y a un petit peu de défiance depuis novembre, depuis tout ce qui se passe, depuis les nouveaux modèles. François Rémaux, quelle est votre vision là, sur ce qui se passe sur l'IA? On a une défiance qui est très claire sur tous les logiciels. Le software se fait matraquer depuis le début de l'année, même si ça avait commencé avant. Mais on a un gros repricing là-dessus. Parce qu'on pense que c'est vraiment le sous-secteur qui va être disrupté par les IA. Un certain nombre de boîtes, finalement, vont disparaître ou pseudo-disparaître parce que les logiciels vont être internalisés, ce que permettra l'IA. Est-ce que c'est vrai ou pas?
On verra. Et en tout cas, la réaction est très sévère sur les softwares, qui ont perdu à peu près 20-25% depuis le début de l'année. Mais il faut aussi prendre un peu de recul et se dire que c'était un sous-secteur qui était très cher auparavant, donc s'appuyait sur les estimations bénéficiaires qui étaient très optimistes. Et donc, dès qu'on revoit un peu le scénario, quand on a des valos qui sont à 35-40 fois les earnings, forcément, il y a peu de place au doute ou à la déception. Et c'est ça, finalement, qui fait mal à ces boîtes-là, c'est qu'on ne sait pas, on met l'incertitude, et donc on va mettre une prime de risque, et on va arrêter de payer aussi cher ces boîtes-là. Mais quand on regarde d'autres parties de l'IA ou de la tech, les semis, le hardware, il y a zéro problème, en fait. Ça se passe très bien. Donc, il faut vraiment différencier les sous-parties, entre guillemets, de ça. Après, pour revenir sur les montants investis des hyperscalers, donc les 600 milliards, les top 4 ou 5, après si on rajoute Oracle, ça fait 700. C'était beaucoup l'an dernier, et là, c'est à plus 60%. Oui, alors, il y a une partie hausse des prix qu'il faut prendre en compte, puisque quand on regarde, par exemple, il y a 3 ou 4 mois, on estimait que c'était 500 milliards qui allaient être prévus. Finalement, c'est 600. Et finalement, c'est beaucoup une hausse de prix. Hausse des prix des puces, hausse du prix de la mémoire, hausse du prix du cuivre, etc. Il y a une quantité de hausse de prix qui explique une partie de cette hausse. Mais oui, elles sont lancées dans une course à l'armement. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on aura un rendement sur investissement suffisant ? Et là, aujourd'hui, c'est la grande question et personne n'a la réponse à ça. Personne ne sait. Après, est-ce qu'elles peuvent se le permettre ? Oui, les profits sont gigantesques. Alors oui, les free cash flow sont moins forts, mais ça n'empêche que ces boîtes-là sont toujours très, très rentables et avec un risque de crédit, pour revenir à la mission de Google, qui est extrêmement faible. Google, c'est AA+, il ne se passe rien. Même Oracle, c'est encore investment grade. Donc, et pourtant, c'est sans doute, entre guillemets, celui qui est flagué comme étant le plus sujet à caution dans ce groupe des gros hyperscalers. Même question pour Nicolas. Qu'est-ce que ça dit, cette correction du Tamiya depuis ces quelques mois ? C'est un price discovery ou c'est une crise plus profonde ? Non, moi, je le vois sous 2 angles. C'est vrai qu'il y a eu une période d'euphorie où tout ce qui était labellisé IA était était une valeur de l'avenir. Je regarde peu la télé, mais quand vous regardez la télévision, vous voyez les pubs, tout est passé. On vous commercialise tout avec l'IA. C'est comme si vous pouviez changer votre pare-brise avec de l'IA. Enfin, voilà, il y avait vraiment cette euphorie. On arrive un peu à un reality check où, voilà, c'est les progrès qui sont justement liés à l'IA, notamment l'IA agentique, font remettre un petit peu en cause. C'est qu'on ne peut plus être dans cette euphorie. Il va falloir maintenant, on ne peut pas continuer à être dans cette structure. Alors, je ne veux pas rentrer dans une théorie un peu complotiste, mais on était dans une structure un peu pyramidale sur le jeu. Il faut maintenant le retour sur investissement. Donc, il va falloir délivrer. Il va falloir les émissions de dette montrent qu'il va falloir avoir que les entreprises... Un retour sur investissement, comme disait François. Oui, voilà, il faut attendre ça. Voilà, donc ça veut dire que les entreprises... On est passé dans un monde logiciel, software, où il y avait de fortes marges, de faibles coûts, où maintenant on est plutôt dans le AI utility, c'est-à-dire que vous avez des data centers, il faut payer l'électricité, c'est très consommateur. Donc voilà, il y a toute cette partie que le marché est en train de repricer. Effectivement, comme François l'a dit, il y a d'autres secteurs qui se portent bien. Et en fait, qu'est-ce qui est sous-jacent à tout ça ? C'est les semi-conducteurs, c'est le hardware. Et on le voit d'ailleurs avec les entreprises, notamment asiatiques, sud-coréennes, qui se portent très bien. Le monde a besoin de hardware. Et donc ça, ce qui veut dire que cette tendance reste structurelle. Il y a juste un repricing. Les bénéfices sont encore bons, mais c'est plutôt sur les on va dire sur les marges du futur que le marché s'interroge sur les futurs gagnants, sur les futurs perdants. Il y aura une consolidation, elle est en train de se faire. On le découvre, mais rien d'alarmant. La tendance structurelle est toujours là. Ouais, et pour l'instant, le cash est abondant. Voilà, et ça souscrit allègrement. Tiens, justement, messieurs, on passe à notre page allocation d'actifs. Que faire, justement, dans ce monde tourmenté ? On voit qu'il y a eu beaucoup de rotation sur les télécommunications, sur les utilities, sur l'énergie, on en parlait à l'instant, sur les matériaux de base qui profitent pleinement de ce cycle. On a l'impression, c'est vrai qu'on revient, après avoir parlé beaucoup du cloud et de l'IA, sur des choses très, très tangibles. Vous le remarquez également chez CPRM ? Oui, alors en termes d'allocation, enfin, moi je travaille, comme je le disais, sur le fixed income. Donc c'est vrai qu'on a vu toutes ces variations énormes sur les actions
qui ont été beaucoup plus modérés. Alors sur l'IG, sur l'investment grade, c'est-à-dire le crédit de bonne qualité quasi inexistante, et sur le high yield, donc les obligations à haut rendement, où quelques secteurs ont un peu plus souffert, mais on parle de 15 BP. Donc d'ailleurs, à l'heure actuelle, on est revenu au niveau des plus bas quasiment, quoi. Et ça s'explique par le fait que dans l'investment grade, il y a les émetteurs dont on citait tout à l'heure, mais les gros émetteurs de très bonne qualité, mais il n'y a pas du tout les softwares dont on parlait précédemment, qui sont plutôt financés par de la dette privée, des loans, et plutôt aux US. Donc c'est plutôt un problème, je dirais, des US, quoi. Et donc on a vu très peu de contagion, nous, sur les marchés européens. Et donc, on reste très positif. Il y a eu des impacts sur le marché européen. On a eu des SAP, des Dassault Systèmes. Est-ce qu'ils ont été dégradés sur la note de crédit également ou non ? Non. Ça a été. Enfin, il y a eu un élargissement des swaps, mais très très modéré, quoi. Très modéré. Et donc, bonne nouvelle, parce que souvent c'est vrai que le crédit, c'est vraiment un marqueur de défiance. Souvent on regarde beaucoup les actions, mais en fait les grandes crises, elles partent souvent de l'assèchement du crédit. Mais la chose un peu qui diffère par rapport aux années précédentes, c'est le cash. Comme je vous le disais, il y a énormément de cash. On le voit dans les sursouscriptions, que ce soit dans le crédit, dans les GOV, dans les SSA. Tout est sursouscrit. Alors, on appelle ça donc le bid to cover, c'est-à-dire le nombre le ratio de demandes par rapport à l'offre, qui était très élevé. Il est un peu moins ces derniers temps, mais il reste quand même historiquement élevé. Il y a un indice de frilosité dans votre quand ça baisse, donc du coup. On a ce bid to cover justement qui indique ce ratio-là, et même pour des émetteurs où actuellement on voit que c'est des émetteurs qui émettent sous le marché secondaire. Donc la prime est négative, et malgré ça, on a des bid to cover importants. Donc il y a vraiment une réelle demande pour le crédit en général, pour l'investment grade en particulier. Qui en plus on reste positif là-dessus. Allocation d'actifs, qu'est-ce qu'on fait, François qu'est-ce qu'on recommande chez Crédit Mutuel ? Croissance nominale qui est plutôt forte, un risque inflationniste qui est, on va dire, maîtrisé, même s'il n'est pas complètement clair partout, il est maîtrisé. Des politiques budgétaires qui sont extrêmement accommodantes aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, bientôt au Japon, etc. Tout ça pousse à la prise de risque. Tout ça, positif croissance nominale, c'est positif earnings, c'est positif pour les actions. Donc positif action, surtout dans un monde où les spreads de crédit sont quand même pas très larges, globalement, on peut pas dire ça. Donc positif action, et dans le contexte dans lequel on est, a priori, les zones préférées sont les émergents, parce que l'Asie du Sud-Est est en train d'accélérer de manière graduelle, le LATAM aussi, qu'on sort d'une période négative sur le dollar, qui est toujours un peu sous pression. Tout ça est positif pour les émergents qui ont été sous-investis chroniquement pendant des années. Et en deuxième, l'Europe, ou la zone euro plutôt, parce que elle aussi jouit d'enfin un renouveau avec une croissance bénéficiaire qui devrait atteindre, on l'espère, les 10% en 2026. Mais pour le moment, ça tient. Après 3 années où on a fait 0. Et eux aussi, là aussi, les allocataires sont très très faiblement investis en actions euro. On avait des meetings avec des banques d'investissement américaines, et qui nous disaient que pour la première fois depuis peut-être 3 ou 4 ans, les Américains eux-mêmes investissaient ailleurs qu'aux États-Unis, parce qu'ils trouvaient ça trop cher, parce que le thème de l'IA était moins clair, et parce que finalement on voyait une croissance bénéficiaire ailleurs, et que ça les intéressait plus. Donc le Japon, retour en grâce du Japon. Le Japon, le problème, c'est que en fait le Japon, c'est booming pendant 12 mois, tous les 6-7 ans. Et donc, il faut prendre le train en marche. Il ne faut pas rater la fenêtre. Et, une fois que le train est lancé, c'est compliqué. On a déjà vu une très forte baisse du yen. C'est souvent ça, et c'est beaucoup ça, là aussi, qui explique la surperformance des actions japonaises. Est-ce qu'aujourd'hui, le yen peut continuer de fortement baisser ? Quand on regarde le spread de taux réel entre Japon-euro ou Japon-US, qui est le principal facteur explicatif des devises, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de place pour que le yen baisse. Donc, pas beaucoup de place pour que le Japon surperforme encore. Donc, un peu prudent sur le Japon. Quand même. Très bien. Donc, je résume. Cap sur les émergents. Sur les US, un peu cher. Zone euro, réveil de l'Europe. Nicolas, qu'est-ce qu'on fait chez Quintet ? Écoutez, nos perspectives, elles reposent sur 4 piliers essentiels pour 2026. C'est une réduction des tensions commerciales, un soutien fiscal à travers le monde, des politiques monétaires, même si on est en fin de cycle, qui sont plutôt vers garder les taux là où ils sont ou les baisser. On en a parlé avec la Fed. Et toujours ce cycle d'investissement dans l'IA. Si on voit les investissements
pour 2026 des Big Five aux États-Unis. C'est un nouveau plan fiscal, hein, c'est plus de 2% du PIB américain. Donc c'est un contexte positif, croissance, avec des taux d'intérêt qui devraient baisser ou rester là où ils sont. Donc de ce point de vue-là, une surpondération des actions par rapport aux obligations. Maintenant, on vit toujours dans ce monde multipolaire, fragmenté, donc il faut quand même avoir un petit peu de diversification. Vous avez parlé des émergents, ça c'est une de nos convictions fortes. On est rentré en surpondération des émergents assez tôt en 2025, quand j'ai vu que la Chine faisait ce revirement un petit peu de politique. Voilà, ces piliers sont là, les émergents sont toujours une conviction. À mesure que Donald Trump pousse le reste du monde à aimer le reste du monde, voilà, les émergents continuent à être notre surpondération la plus importante, mais la croissance est toujours positive aux États-Unis. C'est toujours délicat de sous-pondérer, on va dire, les actions américaines. Maintenant, on peut se diversifier au sein de cette classe d'actifs, c'est-à-dire que au lieu d'essayer de deviner quel secteur va surperformer d'un mois à l'autre, nous étions rentrés avec le fameux S&P Equal Weight à pondération égale, qui avait sous-performé certes en 2025, mais qui se porte très bien actuellement. Ça veut dire que les 493 valeurs hors Max 7, les 7 magnifiques, sont en train de rattraper. Voilà, donc il y a une vraiment, distorsion, voilà. C'est tellement énorme. Hein, exactement, donc on voit vraiment le rallye un peu s'étendre. Les secteurs qui nourrissent aussi l'IA commencent à en bénéficier. Il y a aussi le soutien fiscal de la part de Donald Trump qui rentre en compte. Donc on peut rester avec les actions américaines, mais diversifier avec du equal weight et aussi en se couvrant par rapport au risque de change. On peut aussi continuer à aimer la zone euro pour les plans de dépenses. Donc voilà, en tout cas, grosso modo, sur la partie action. Ouais, ça revient beaucoup sur ce plateau et sur d'autres, évidemment. Cap sur les émergents, on nous dit cap sur les émergents, sur les actions, mais également sur les obligations. Qu'en pensez-vous ? Oui, les émergents bénéficient effectivement de la faiblesse du dollar actuellement et ça se comporte très bien sur les... Alors, moi, dans mes portefeuilles, j'en ai pas, mais effectivement, c'est une classe d'actifs qui... Vous, c'est l'Europe. Oui, essentiellement. Essentiellement. Enfin, on peut avoir des émetteurs hors Europe, mais essentiellement en euros. Et quand on a la devise, on couvre la devise. Donc, on suit évidemment le bloc Japon, le bloc US. Qui d'ailleurs, le bloc Japon, c'est celui qui a fait le plus parler de lui en termes de taux dernièrement, puisque en 2025, les taux en Europe ont légèrement monté, ceux aux US ont légèrement baissé, et les taux japonais ont explosé à la hausse avec la hausse de l'inflation. Et d'ailleurs, c'est une des seules banques centrales à avoir des anticipations de taux à la hausse pour l'année à venir. Ouais, vous n'avez pas habitué à ça, les amis japonais. Non, on sort de 2 ou 3 décennies de calme plat. Là, ça se réveille. Ouais. Est-ce que, toujours dans les obligations, il y a des secteurs que vous regardez en particulier en Europe ? Oui, on aime bien les bancaires. On aime bien, alors surtout en Europe, puisque la réglementation fait que les bancaires sont très sécurisés maintenant. Avec et puis l'avantage des bancaires, c'est qu'il y a différentes seniorités pour les titres. Donc, on prend les titres les plus subordonnés. Et donc, qui font un très, très bon début d'année, d'ailleurs. Et après, on a des secteurs dans la construction, essentiellement, puisque l'Allemagne, mais l'ensemble des pays européens ont fait des plans de relance dans l'infrastructure et dans la défense, évidemment. Donc, tous ces secteurs-là sont plutôt bien... on va dessus. Bancaire et construction. Côté action, messieurs, François Rimeux, on parle beaucoup de défense, de pharma, du retour des utilities. On l'a vu avec Orange, aujourd'hui, qui prend 4 ou 5%. On a l'impression que là, c'est le réveil de la vieille économie, un peu comme après la bulle Internet. Ouais, il y a un petit peu de tout. Effectivement, la thématique bancaire, elle est probablement toujours valable, même si les valeurs sont évidemment moins intéressantes qu'il y a 3 ans ou 4 ans. Mais quand on regarde ça sur 20 ans, c'est pas très cher en fait, les banques en zone euro. Et pour les raisons un peu opposées, c'est-à-dire comme on déréglemente un tout petit peu quand même le secteur bancaire, beaucoup plus aux US, mais un petit peu en zone euro, on sent bien quand c'est un peu en train de changer de philosophie, c'est plutôt bon pour le secteur bancaire, avec des pentes qui se restent globalement plutôt pentues. Donc les bancaires, ça reste toujours intéressant. Le côté industriel, aéronautique, défense, évidemment, on est sur quelque chose de thématique qui ne va pas durer 2 ou 3 mois. Ça va durer des années, les besoins d'investissement. Et donc, on va rester positif là-dessus.
Le côté utilities est intéressant aussi, parce que besoin d'électrification, tout ce qui est lié au thème de l'IA, sans faire partie réellement de l'œil du cyclone et de la volatilité. Ça, on aime bien aussi. Et pharma, oui et non, il y a un peu de tout dedans. Donc, c'est pas un énorme play, mais on est moins négatif que là où on était précédemment. Donc, il y a des choses qu'on commence à bien aimer. Mais il y a un secteur en particulier que vous regardez sur la pharma? Ouais. Non, c'est vraiment plus du stock spécifique dessus. Très bien. Donc, il n'y a pas de gros call dessus aujourd'hui. Nicolas, chez Quintet, sur les secteurs, est-ce qu'il y en a qui vous semblent intéressants dans ceux qu'on a cités, défense, pharma, utilities, construction? Défense, voilà, pour moi, tout ce qui va être central aussi autour de l'IA. Donc, voilà, mais encore une fois, on est plutôt dans une planification plutôt que d'essayer vraiment de prévoir quel secteur va surperformer d'un mois à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on entretient un peu ce S&P à pondération égale. Mais c'est vrai que l'exposition entre les États-Unis, qui est très concentrée en tech, donc ça reste dans tous les cas un secteur prédominant. C'est un proxy tech quand même quand on achète les États-Unis, non? C'est un proxy tech, exactement. Maintenant, les émergents avec la Chine aussi d'une certaine façon, et cette allocation en Europe, ça nous permet d'aller sur les financières, par exemple, et sur la défense. Donc, voilà, je fais vraiment attention à cette rotation sectorielle, parce que d'un mois à l'autre, voilà, les valorisations aussi changent. Est-ce que quand vous voyez que Consumer Staples aux États-Unis est le deuxième meilleur secteur sur ce début d'année, ça paraît un petit peu surprenant dans le... Après, on sait dans les consommateurs, je sais pas si on met Walmart, puisque maintenant ils se définissent comme une technologie, je crois que ça a intégré le Nasdaq d'ailleurs, donc ça brouille aussi un peu les pistes avec son, je sais pas, un quart de son chiffre d'affaires qui est fait sur Internet, il serait en train de concurrencer Amazon. Carrefour pourrait s'en inspirer, par exemple. C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, est-ce qu'il faut est-ce que cette rotation, elle est durable finalement, ou est-ce qu'on va revenir sur ce qu'on connaît et chacun... C'est pas évident. Vous êtes plus sur les allocations aujourd'hui en disant, voilà, plus actions qu'obligations, voilà, actifs risqués. On l'a vu dans vos analyses les uns et les autres. C'est plus, on a l'impression que voilà, tout roule. En tout cas, c'est bien balisé. Côté obligation, le cash est là. Le cash est là, et c'est vrai que les secteurs sont quand même c'est assez homogène. En termes de l'année dernière, par exemple, on a eu quasiment bon, à part de rares exceptions près, mais on a eu tous les secteurs qui ont fait à peu près la même performance. C'est assez homogène. Il y a beaucoup moins de disparités comme celle que l'on voit actuellement sur les actions aux US. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Bon, en gros, on continue à diversifier, c'est le maître mot. On a l'impression toujours. Oui, mais après, de toute façon, le juge de paix, ce seront les bénéfices. On parle du secteur de software tout à l'heure, mais pour le moment, on voit aucune inflexion. Les trajectoires bénéficiaires, elles restent très bonnes. Les prévisions 2026-2027, c'est plutôt en hausse par rapport au début d'année. Donc, in fine, c'est ça qui sera le juge de paix de là où iront les marchés. C'est ce que font les bénéfices. Et donc, c'est ça qu'on va mettre à jour tous les 3 mois. Est-ce que vraiment tout le monde suit le plan? Est-ce qu'on a des bonnes ou des mauvaises surprises? Mais oui, aujourd'hui, ça reste plutôt très bien orienté, globalement. Bon, ça veut dire qu'on est plutôt optimiste en ce début d'année pour les portefeuilles, même si, on le disait en début d'émission, effectivement, on a des fois des surprises valeur par valeur. C'est vrai que globalement, on rappelle aussi qu'on est quand même sur une performance du CAC 40, on est pratiquement au plus haut à 8400 points. C'est plutôt de bon augure. Voilà, dividende réinvesti, c'est encore mieux, sans doute, et ça va peut-être durer. Eh bien, messieurs, un grand merci pour cette édition de Smart Bourse. Olivier Robert, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'équipe Think Top chez CPRM. Bravo pour ce baptême du feu avec nous ce soir. Merci Fabrice. François Rimeux, merci, stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management. Merci Fabrice. Et Nicolas Sopel, stratégiste en chef chez Quintet Private Bank. Merci Nicolas. Merci, voilà, cette édition n'est pas terminée, puisque dans un instant, on va s'intéresser à un secteur qui intéresse aussi beaucoup les investisseurs, ce sont les infrastructures. À tout de suite.